exprimer encore une fois ma joie de vous voir là. Je vois mon frère, l'ambassadeur du Maroc. Je vois les représentants de l'ambassadeur du Congo-Brazzaville. Je vois ma sœur, l'ambassadeur de Centrafrique. Je vois, j'ai vu tout à l'heure son Excellence, mon frère, l'ambassadeur de Guinée-Conakry. J'ai vu l'ambassadeur du Burkina Faso, son Excellence Zongo. J'ai vu l'ambassadeur de l'Éthiopie. J'ai vu également le doyen, bien sûr, du corps diplomatique africain, des ambassadeurs africains. Et je sais qu'il y en a tant d'autres qui peut-être sont connectés, qui nous suivent à partir de la maison. Ils peuvent toujours intervenir, mais quant à vous qui êtes là, j'espère que je n'ai oublié de saluer personne. Merci pour votre distinguée présence. Merci au CDC pour ces informations. Il y a certainement des failles. Il y a certainement beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites comme il faut. C'est l'occasion d'échanger entre nous. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo conférence. C'est la première des ambassadeurs du groupe africain accrédité en Côte d'Ivoire. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est à vous la parole. On peut commencer l'échange. Excellent, si vous permettez. Vous écoutez, oui. Il y a Dr Judalba et Benjamin qui est connecté depuis l'Éthiopie. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole une minute. Oui, je pense que... excusez-moi, Excellence, Madame et Monsieur les ambassadeurs, nous avons à Addis Abeba le siège de l'Union africaine qui a beaucoup apprécié cette réunion en vidéoconférence des ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire. Et l'Union africaine ne peut pas rater cette belle occasion pour dire un mot. Il y a un représentant de CDC au niveau de la direction générale à Addis Abeba qui vient de se connecter maintenant et qui a un mot à adresser à leurs excellences. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin du CDC, vous avez la parole, s'il vous plaît, à partir d'Addis Abeba. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, c'est un plaisir de vous voir connectés et surtout de savoir que le travail que nous faisons ici au niveau du siège de la Commission de l'Union africaine est également répercuté dans les pays et dans les régions. Et nous sommes très contents de cette initiative que vous avez, Madame la représentante, d'amener tous vos collègues ambassadeurs sur cette plateforme pour pouvoir échanger sur le coronavirus qui est une menace sur la santé publique mondiale aujourd'hui. Alors, très rapidement, je sais que beaucoup de choses ont été dites et dommage, il y avait une coupure d'électricité, je n'ai pas pu prendre dès le départ, mais j'ai suivi presque la fin de la présentation du docteur Guy Gérard. Très rapidement, c'est pour vous dire deux choses. La première chose, c'est que les ministres africains de la Santé se sont réunis ici à Addis Abeba et ils ont décidé de deux choses. La première des choses, c'est d'avoir une stratégie continentale pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Et cette stratégie continentale a été approuvée par les ministres de la Santé le 22 février dernier. Et la deuxième chose que les ministres avaient décidé,
c'était établir un groupe de travail continental également sur le coronavirus. Et cela a été fait, et je crois que Dr Guy-Gérard, dans sa présentation, a dû en parler. La deuxième chose que je voulais vous informer, c'est que parallèlement au processus technique qui a lieu avec cette coordination continentale, il y a également les chefs d'État et de gouvernement, notamment le bureau de la conférence de l'Union, qui s'est réuni en 2 semaines, 2 fois, pour pouvoir délibérer sur cette pandémie. Et le bureau de la conférence a également pris 2 décisions très importantes. La première décision importante, c'est d'établir un fonds africain contre le Covid. Et les membres du bureau de la conférence ont déjà déposé 12,5 millions de dollars dans ce fonds. Et ce fonds, il est ouvert aux contributions non seulement des autres États membres, mais le secteur privé africain et même les partenaires extérieurs au continent sont appelés à y contribuer. La deuxième chose, la plus importante que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé également par rapport au Covid, c'est de mettre sur pied différents comités de coordination ministériels. Donc, il y a 3 comités de coordination ministériels qui ont été décidés à ce niveau-là. Le premier comité de coordination, c'est le comité de coordination sur la santé, qui est co-présidé par le ministre de la Santé de l'Afrique du Sud et le commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine. Ce comité s'est déjà réuni 2 fois et ce comité va travailler sur tout ce qui est achat groupé en matière d'intrants pour lutter contre le Covid et surtout focaliser également sur les questions de mobilisation de ressources. Il y a un comité sur les questions financières également qui a été mis sur pied, qui s'est réuni déjà 1 fois. Et ce comité s'est réuni les 15 ministres des Finances qui gèrent, en fait, disons, les finances de l'Union également se sont réunis et ont délibéré sur la question, sur la nécessité de mettre très rapidement les fonds à la disposition non seulement de l'Afrique assidique, mais également de mettre sur pied des fonds au niveau de chaque État pour pouvoir lutter efficacement contre le virus. Et beaucoup de pays ont déjà emboîté le pas pour mettre sur pied des fonds au sein des différents pays pour pouvoir lutter, des fonds spéciaux pour lutter contre le coronavirus. Le troisième sous-comité qui a été mis en place, c'est le sous-comité sur les questions de transport, surtout qu'aujourd'hui, l'espace aérien est complètement bloqué, fermé, et c'est pour pouvoir libérer des corridors humanitaires et ouvrir de façon limitée certains espaces aériens pour que les pays reçoivent l'aide nécessaire pour essayer de lutter contre le coronavirus. Donc voilà très rapidement en fait le processus politique qui accompagne le processus technique mis à disposition du continent pour pouvoir lutter efficacement contre le coronavirus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup en direct d'Addis Abeba, Monsieur Djoudalbaye, pour votre intervention brillante devant le groupe des ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire. Sur cette vidéoconférence, vous les voyez. Il y en a qui sont présents ici devant nous. Et ensuite, il y a d'autres ambassadeurs qui sont connectés, qui suivent, qui peuvent intervenir à partir de la maison. Je vois aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Guinée, qui est juste là devant moi. Peut-être ça va être lui le premier intervenant, je ne sais pas, ou l'ambassadeur du Maroc, ou l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, ici représenté, ou l'ambassadeur d'Éthiopie. Je ne sais pas qui va commencer les hostilités. Merci encore une fois de cet honneur que vous faites à votre
organisation continentale. Voilà, nous vous écoutons. On s'écoute maintenant. Bon, nous laissons la primeur à l'ambassadeur du Maroc. Voilà. Qui avait tout de suite tenté de parler. Il paraît qu'on vous laisse. Bonjour. Ouais. Bonjour, ma chère sœur Joséphine, Madame la représentante de l'Union africaine. Tout d'abord, je vous félicite pour avoir organisé cette manifestation vidéoconférence pour la première du genre, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, et on est ravis de participer. Et j'aimerais féliciter les présentateurs de l'expérience et de l'explication qu'ils ont donnée quant aux différentes mesures prises par l'Union africaine pour venir donc contrecarrer cette épidémie ou cette pandémie qui aura certainement un effet sur le continent, que ce soit du point de vue sanitaire ou encore économique. Donc sur le plan de la gestion de la pandémie, je pense que des actions positives ont été faites. Mais j'aimerais prendre une minute ou deux pour parler de mon pays, le Maroc, que je connais un peu mieux que le reste, et vous dire que, donc, comme vous le savez, nous avons pris des mesures très fermes depuis le début, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a fermé les frontières, fermé les écoles et pris toutes les mesures nécessaires. Aujourd'hui, plus d'un mois plus tard, nous avons seulement 2000 et quelques cas et 600 et une centaine, 120, 125 décès, en plus de 235 personnes guéries environ. Donc, je pense que cette gestion a été tout à fait efficace dans la mesure du possible, plus le développement d'une industrie locale au niveau des masques, au niveau des… Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on produit 5 millions de masques au Maroc par jour et nous avons aujourd'hui une autosuffisance quasi totale à ce niveau-là. Maintenant, pour le travail en commun dans le cadre de l'Union africaine, bien entendu, le Maroc est toujours disposé, toujours positif pour apporter donc son expertise, son savoir-faire, son expérience et partager les bonnes pratiques qu'il a pu accumuler pendant ces quelques semaines. Je peux aussi vous dire que, comme vous l'avez probablement vu, il y a eu un contact entre Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara pour effectivement proposer une démarche commune, ne serait-ce qu'avec ces pays frères et alliés de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense que cette initiative, dont on verra les détails probablement dans un avenir proche, sera une expérience à saluer et à encourager pour pouvoir tous ensemble faire face à cette problématique majeure qui affecte tous nos pays. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Et merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui ont veillé à l'organisation de cette téléconférence à laquelle je prends plaisir à participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc. Merci pour ces informations. Merci d'avoir apprécié l'initiative. Merci beaucoup pour les initiatives et l'expérience du Maroc. Nous avons noté que pour pouvoir équiper les pays africains qui sont à la recherche des équipements dont on a besoin, nous avons noté qu'au Maroc, on fabrique des masques. J'ai même noté 5 millions de masques par jour. Nous avons noté aussi les efforts qui sont déployés au Maroc pour qu'on puisse mettre fin à la pandémie. Et nous avons noté également l'engagement du gouvernement marocain, du roi du Maroc, à pouvoir œuvrer ensemble, à pouvoir mutualiser nos efforts au niveau de l'Afrique, au niveau des sous-régions, au niveau de l'Union africaine, pour que nous puissions parler d'une seule voix, car on dit l'union fait la force. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous pouvons écouter oui, l'ambassadeur de Guinée. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur de Guinée. Bonjour, la présidente. C'est vraiment par
votre initiative, nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire cette conférence et d'avoir un médecin, une communication aussi d'un représentant de l'Union africaine qui nous a éclairé sur certains aspects importants. Et je remercie aussi ardemment l'ambassadeur du Maroc et pour cette belle communication. Donc, pour ce qui concerne donc la Guinée, aujourd'hui, nous avons 404 cas et 31 guéris, un décès. Et ce décès, c'est un Libanais, un vieux Libanais de 75 ans. Proprement dit, il n'y a pas un Guinéen de souche qui a encore décédé de coronavirus. Et des mesures strictes ont été prises en Guinée. Il y a eu directement la fermeture des frontières et puis l'interdiction des transports interurbains. Il y a eu une décision de port de masques et de gants depuis le 18 avril qui est assez rigoureux. Il y a aussi la fermeture des marchés à partir de 16 heures et aussi le couvre-feu. Donc, ces mesures ont été assez importantes, assez dissuasives. Bien entendu, des kits de lavage de mains et de tous les supports ont été aussi partagés aux populations. Le président Alpha Condé est même descendu dans les quartiers pour faire de l'animation, pour donner des conseils. Et nous avons aussi tous les étudiants en médecine et certains étudiants sont volontaires, ont été recrutés pour aller dans les quartiers, pour distribuer des kits, pour sensibiliser les populations dans les lieux publics, dans les marchés. Et cela a contribué énormément à former un certain comportement aux populations. Donc, on se réjouit de cela. Et en tout cas, la Guinée, nous sortons d'Ebola. Nous avons eu donc une petite expérience en la matière de la gestion de ces pandémies. Et heureusement qu'on avait déjà, disons, une infrastructure dans ce cadre-là qui avait été offerte par la Guinée et par la France. Et nous venons justement d'inaugurer un hôpital. L'hôpital Donka a été restauré avec un coût de 60 millions de dollars, ce qui nous a donc permis d'avoir une infrastructure qui pourrait quand même répondre à ces besoins très rapidement. Donc voilà, mais je me réjouis énormément de l'initiative africaine, des efforts qui ont été pris au niveau de l'Union africaine, des efforts qui sont en train d'être de la mutualisation des efforts entre les chefs d'État, surtout du roi, de Sa Majesté le roi et du président Macky Sall. Et je crois que cette initiative-là, nous devons encourager cette dynamique pour que l'Afrique puisse avoir sa politique de riposte contre cette pandémie. Encore une fois, madame, vraiment, je suis très fier de vous. Je vous félicite ardemment pour cet effort et surtout pour l'initiative, parce que vraiment, on est tous confinés et ça nous donne une occasion de se revoir et de constater surtout avec beaucoup de plaisir que tous les ambassadeurs se portent bien. Félicitations et merci. Merci. Merci, Excellence. Comme je porte le masque, vous ne voyez pas mon sourire. Voilà. Vous ne voyez pas comment je ris de vos propos encourageants et puis de voir que tous les ambassadeurs se portent bien, qu'ils ont tous bonne mine et que nos pays sont vraiment dans de bonnes mains. Merci vraiment pour ce que vous venez de relever. On est tous confinés. Oui. Mais on se rend compte que tout le monde est en bonne santé. L'ambassadeur du Gabon est en pleine forme. J'espère que nous allons entendre l'expérience du Gabon aussi. Congo-Brazzaville, qui est en pleine forme. Tous nos pays africains sont en pleine forme, les ambassadeurs. Merci beaucoup d'avoir apprécié l'initiative et de nous donner la situation en Guinée
où jusque-là, il n'y a eu qu'un seul décès dans les conditions que vous avez expliquées et tous nos encouragements à la Guinée pour poursuivre les efforts. Merci beaucoup. Merci. Président. Le Gabon a la parole. L'ambassadeur du Gabon a la parole. Merci beaucoup. Excellence. Excellence, Merci. Monsieur l'ambassadeur du Gabon. Merci beaucoup. Je voudrais prendre la parole et dire un peu la même chose que mon frère, l'ambassadeur du Royaume du Maroc et celui de Guinée, pour saluer en mon nom propre cette belle, louable et enrichissante initiative prise par notre sœur Joséphine Charlotte Mayou-Makala, représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Mais remercier également les experts du CDC qui ont bien voulu accepter d'échanger avec nous sur la question du Covid-19. Parler succinctement de la situation du Gabon en quelques lignes. Nous avions au Gabon 87 cas testés positifs, dont 6 guérisons. Aujourd'hui, testés positifs et internés en voie de guérison totale. En voie de guérison totale. Aucun patient ne présente ni toux, ni fièvre, ni difficulté respiratoire. 100% de ceux qui présentaient des symptômes sont en guérison clinique. Des guérisons virologiques sont attendues par des contrôles qui sont effectués régulièrement, selon le porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus. Voici en quelques mots la situation succincte de l'état de santé au Gabon. Puisque j'ai la parole, je voudrais m'adresser aux experts pour dire que dans son adresse tout à l'heure, le docteur Kwame a évoqué la présence de 16 laboratoires en Afrique. Moi, ma question, c'est celle de savoir quelle est la contribution de ces 16 laboratoires par rapport à la situation qui prévaut en ce moment dans le continent, lorsqu'on sait qu'au Gabon, il y a un Centre international de recherche médicale de Franceville qui est un laboratoire de renom. Quelle est, je veux dire, la stratégie adoptée ou arrêtée par l'Union africaine pour faire de ce laboratoire un véritable centre qui pourrait, à mon sens, répondre aux attentes des populations? Voici ma première question, Madame la représentante spéciale, Dr Kwame. Voici pour l'instant ma première question et certainement que d'autres questions vont suivre. Merci de m'avoir donné la parole et donc à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le doyen intérimaire de notre groupe. Merci beaucoup, cher frère, Monsieur l'ambassadeur du Gabon. Nous avons suivi la situation au Gabon et les efforts qui sont faits par le gouvernement gabonais pour pouvoir réussir la guérison et éviter qu'il y ait des cas de décès au Gabon. Et nous apprécions beaucoup ces efforts. Et merci beaucoup du soutien que vous avez accordé en tant que le responsable
de ce groupe en l'absence de la doyenne qui n'est pas à Abidjan pour le moment. Merci beaucoup de votre soutien. Merci d'avoir permis dès le départ que nous puissions nous diriger vers nos frères et sœurs, leurs excellences représentants de leurs pays respectifs, que je remercie encore une fois. Et nous avons écouté l'expérience du Gabon. Merci bien. Et je vais demander à M. Kwame de répondre à votre préoccupation, ce dont je vous remercie. Merci, Excellence. Monsieur Kwame. Oui, Excellence, ambassadeur du Gabon. Je dis 16 laboratoires. Les 16 laboratoires ont été identifiés avant la pandémie. Nous avons rassemblé 16 laboratoires de personnel formés de ces laboratoires à Dakar pour qu'ils soient disponibles. Ils ont été immédiatement. Vous avez vu par là, Dakar est passé totalement parce que tous les secteurs du pays ont été venir spécifiquement et équipés au Gabon. Venir spécifiquement avec FranceVille. Nous travaillons avec FranceVille. Nous travaillons avec le professeur central. Donc, de l'Afrique centrale, vous savez que notre bureau régional est basé à Libreville. Non seulement FranceVille est notre laboratoire de référence, mais FranceVille est également notre banque. Notre banque. C'est là-bas que nous allons mettre les échantillons. Vous avez vu certainement qu'aujourd'hui, au Gabon, ce n'est pas FranceVille seul qui est habilité à faire les analyses. Il y a aussi deux autres laboratoires au niveau. Voilà ce que je voulais dire. Oui, allez-y, vous pouvez compléter, oui. Oui, Karine, allez-y. Bonjour, Excellence. Je suis Karine Alemoka de Africa CDC. Je voudrais juste compléter ce que le docteur Kwame a dit en disant que lorsque nous avons formé le personnel de laboratoire à Dakar, les 16 laboratoires, c'était en fait pour qu'il y ait des formations de cascade dans les sous-régions. Et nous continuons aussi ces formations en ligne en faisant des webinaires dans le domaine des laboratoires ainsi que dans tous les autres domaines. Voilà, merci. OK. Merci beaucoup. Excellence, est-ce que je peux compléter par rapport aux questions du laboratoire? Pardon? Nous écoutons maintenant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Zongo du Burkina Faso. Vous avez la parole, cher frère, Monsieur l'ambassadeur. À la suite de mes prédécesseurs, je voudrais féliciter notre sœur représentante de l'Union africaine pour l'initiative. Merci également le docteur Kwame pour les informations et les choses qui nous ont été données. Ça nous permet d'avoir une vision de ce que le continent africain est en train de faire. Je vais donner des précisions sur le Burkina avant de poser deux questions. Sur le Burkina, disons que la maladie est rentrée par un couple d'évangélistes qui était parti de Toulouse et au retour a voulu, disons, à faire des messes, ce qui fait qu'aujourd'hui, en dehors de Ouagadougou, il y a des villes qui également sont concernées. Ça va influencer les décisions qui seront prises pour contrer la maladie. À la date d'aujourd'hui, nous avons, à la date d'hier, nous avons 542 cas confirmés et 226 guéris et 32 décès. On remarque qu'il y a beaucoup de guéris, mais contrairement à d'autres pays, le taux de létalité au Burkina est quand même assez élevé puisque ça avoisine pratiquement 6%.
Alors, pour ce qui concerne les mesures qui ont été prises, il y a, disons, des mesures qu'on a un peu partout sur le continent, notamment le confinement, l'interdiction des regroupements, les couvre-feux. Mais une des caractéristiques au Burkina, c'est que toutes les villes où il y a des cas qui ont été déclarés sont confinés. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de villes, par exemple au Burkina, où on ne peut plus sortir. Ensuite, le président du FASO a fait appel aux tradipraticiens pour que chacun apporte un peu ce qu'il sait. Lorsque l'appel a commencé, les tradipraticiens ont présenté des produits à base de plantes qui ne combattent pas la maladie, mais qui, en fait, luttent contre la contagion. C'est ce qu'actuellement on a, que je peux donner comme caractéristique au Burkina. Alors, depuis que la pandémie s'est déclenchée, on est actuellement focalisé sur les moyens pour l'éradiquer. Mais d'ores et déjà, il faut qu'on réfléchisse aussi à la pandémie. Nous avons des économies qui sont basées beaucoup sur l'informel, avec en tout cas une vulnérabilité assez importante des populations. Est-ce que la restriction des activités économiques ne risque pas d'entraîner, disons, des problèmes sociaux qui peuvent être source, disons, de problèmes assez graves pour nos pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en rapport avec la décision du président des États-Unis de suspendre disons, sa contribution à l'OMS. Quelles en seront les répercussions quand on sait que l'OMS est un des acteurs qui intervient de façon très significative sur notre continent? Voilà donc pour le moment ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso. Merci beaucoup pour votre soutien à cette vidéoconférence. Nous avions eu l'occasion de beaucoup échanger également sur d'autres thématiques d'importance que vous avez relevées. On pourrait trouver d'autres occasions pour revenir là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Nous avons enregistré les efforts du gouvernement du Burkina Faso, où nous avons enregistré le nombre de cas tels que nous connaissons, ainsi que surtout comment dirais-je, ces efforts des praticiens burkinabés qui ont mis en pratique une pharmacopée africaine pour lutter contre la contagion, lutter contre l'expansion de la maladie, lutter contre le fait que d'autres personnes puissent attraper la maladie. C'est une très bonne chose. C'est pour ça que nous avions dit que c'était une occasion pour nous d'échanger sur des pratiques nouvelles, des pratiques qui font certainement des preuves dans certains de nos pays, mais qui ne sont pas répandues au niveau du continent. Nous avons pris bonne note. Et je vais donner ainsi, en vous remerciant, je vais donner la parole au CDC pour pouvoir répondre aux préoccupations d'importance que vous avez soulevées. Merci encore. Merci de votre distinguée présence. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Je ne sais pas si Dr Benjamin est encore en ligne. J'aurais voulu qu'il réponde aux deux questions qui sont très pertinentes. Il est le spécialiste en affaires politiques d'Africa CDC, donc il serait mieux placé que moi. Dr Benjamin?
Bon, il n'est pas là. OK, je me jette à l'eau. Bon, pour les conséquences de cette récession économique, vous avez vu que dans certains pays, nous avons eu effectivement un début de troubles sociaux. OK. Docteur Benjamin est là. Je vais lui poser la question parce que, excusez-moi, il assiste à plusieurs réunions en même temps. Docteur Benjamin, il y a son Excellence, M. Zongo, qui est l'ambassadeur du Burkina, qui a posé la première question de savoir les conséquences des récessions économiques sur le plan social. Et la deuxième question, quelles sont les conséquences de la suspension de l'aide américaine à l'OMS? Merci. Docteur Benjamin? Allô, Guy Gérard, je ne vous entends pas. Allô? Allô? Oui, docteur. Nous vous entendons. Docteur Benjamin? Allô? Allô? Oui, nous vous entendons. Je vous ai perdu là. Non, vous pouvez parler. On vous attend. Mais moi, je n'ai pas entendu les questions en fait. D'accord. OK, on va reprendre. Allez-y. D'accord, je reprends les deux questions de son Excellence. La première question, quelles sont les conséquences sur le plan des restrictions économiques sur le plan social? Donc, certains pays ont pris des restrictions qui ont un impact économique. Alors, quelles sont les conséquences sur le plan social? Et la deuxième question, hier, le président Trump a dit qu'il suspendait l'aide américaine à l'OMS. Est-ce que cela aussi aura des conséquences sur la réponse? D'accord, merci beaucoup. Par rapport à la première question, en ce qui concerne les conséquences économiques et sociales, évidemment, il y aura d'énormes conséquences économiques et sociales. C'est pour cela le département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine a sorti un rapport sur les impacts attendus en termes économiques de la pandémie sur le continent. Et très rapidement, c'est que si on reste dans le domaine macroéconomique, il y aura une perte énorme sur le produit intérieur brut. Certains pays vont perdre entre 7 et 8% de leur produit intérieur brut par rapport à cette question. Il y aura également des conséquences importantes sur l'emploi, étant donné que la plupart des économies africaines sont des économies informelles. Il y aura des répercussions également sur les ménages. Donc, ce qui a été demandé au pays très rapidement, c'est de voir quelles sont les mesures que les pays peuvent prendre à leur niveau pour pouvoir limiter les dégâts. Si je prends le cas, par exemple, de certains pays qui ont déjà décidé, par exemple, que les pays ne vont pas, que les citoyens ne vont pas payer l'eau et l'électricité pendant un certain moment. Les impôts également ont été suspendus. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par les pays par rapport à cette crise-là. Par rapport à la position prise à l'encontre de l'OMS, évidemment qu'il y aura une répercussion importante sur la réponse au niveau global. Et là, la commission va, pas seulement la commission, mais le bureau de la conférence va se réunir, je crois, c'est ce soir, pour pouvoir peut-être délibérer sur la question. Donc, nous attendons tous la position du bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à ce propos-là. Donc, voilà très rapidement ce que je peux dire par rapport à ces deux questions. Merci.
L'ambassadeur. Oui, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Guinée, oui. Vous avez demandé la parole, vous pouvez la prendre. Bon. En fait, c'était une manipulation simplement. Hein, je sais pas. Je peux continuer. Ça arrive. Ça arrive, c'est pas grave. Ça arrive. Merci beaucoup. Et il y a encore une demande de parole, sinon c'est fini. C'est bon. À ce niveau, nous constatons qu'il n'y a plus de demandes de parole. Il est presque 13h moins le quart. Nous avions prévu. L'ambassadeur du Gabon voudrait parler? Oui. Oui, merci. Oui, Excellence. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Madame la représentante spéciale et chère sœur. Ma deuxième question, elle est toute simple comme la première, mais je voulais savoir, lorsque nous consultons la comptabilité et l'évolution de cette pandémie dans chaque État africain, on s'aperçoit d'une chose. D'un côté, vous avez le nombre de testés positifs, vous avez le nombre de guéris, vous avez le nombre de décès. Mais on s'aperçoit naturellement que à l'évolution et à l'observation qu'il y a le nombre de guéris, effectivement, que nous pouvons enregistrer et observer, je me répète. Sur cette base-là, donc au regard de la stabilité, est-ce que chaque État africain applique à ses patients un protocole conçu et connu par les instances politiques de l'Union africaine, je veux dire, ou alors c'est chaque État qui administre à ses patients testés positifs un protocole différent? C'est ma question. Est-ce que tous les États africains développent un même protocole ou alors c'est un protocole différent? C'est ma deuxième question, Madame la représentante. Oui. Allez-y. C'était la deuxième question. Merci. Merci, Excellence. On va, Monsieur Kwame, on peut avoir une réaction de votre part. Merci, Excellence. L'Union africaine a reçu de la plupart des pays, sinon de tous les pays africains, leur protocole. L'Union africaine, à travers Africa CDC, conseille un protocole type, mais ce protocole n'est pas imposé. Vous savez que chaque pays africain a sa sensibilité médicale. Donc, chaque pays est libre d'utiliser le protocole qui lui convient. Voilà. Mais nous avons conseillé, comme je l'ai dit, chaque semaine, tous les experts en matière de prise en charge des malades, ils se réunissent et discutent ensemble. Mais rien ne leur est imposé. Il y a les informations. Maintenant, c'est à eux, en fonction de leur sensibilité, de donner le protocole de leur pays. Merci, Excellence. Voilà, je pense que... Excellence, Madame l'ambassadeur de Centrafrique, vous avez la parole, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Bonjour l'équipe de la CDC. Je suis très émue de participer à cette conférence vidéo qui est une première pour moi.
et surtout pendant cette période de pandémie. En ce qui concerne la République centrafricaine, nous avons en cette date 51 suspects, 11 confirmés et 0 décès. Le chef de l'État a tenu à ce que la population prenne conscience des mesures préventives, c'est-à-dire le lavage des mains. Et là, il est sévère par rapport à cela et la population est obligée de s'y conformer. Et au niveau du confinement, la RCA n'est pas arrivée au stade du confinement. Donc, les activités se déroulent normalement à Bangui. Comme il y a eu 0 décès, donc les gens savent à quel niveau se comporter par rapport à cette pandémie du coronavirus. Et la question que je voulais poser à l'équipe de la CDC, c'est par rapport au vaccin dont il a parlé tout à l'heure, M. Kwame. L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria se sont investis dans la fabrication des vaccins. Et je voudrais savoir si ces vaccins seront effectifs à court terme ou ça sera à long terme. Merci. Oui, Monsieur Kwame, Docteur Kwame, vous pouvez nous donner une réponse. Merci beaucoup, Excellence Madame l'ambassadeur. Merci pour votre présence distinguée à cette vidéoconférence qui est la première. Nous avions l'habitude, bien sûr, de nous rencontrer dans le cadre du groupe des ambassadeurs africains, mais avec la situation de confinement, nous sommes obligés de nous aligner aux nouvelles technologies. Et voici donc cette première vidéoconférence. Merci de la situation en Centrafrique où il n'y a pas eu de décès. Merci pour les efforts que fait le gouvernement centrafricain pour l'Afrique, pour les populations africaines en République centrafricaine. Merci de votre présence. Monsieur Kwame, vous pouvez donner une réponse, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Merci, Excellence, Madame l'ambassadeur de la République centrafricaine. Non, je précise bien. Il s'agit de recherche. Il ne s'agit pas seulement des vaccins. Il s'agit de recherche, aussi bien sur les vaccins que sur le traitement. Il y en a des milliers de par le monde. J'ai pris exclusivement le cas des pays africains où cela se passe en Égypte, au Nigeria et en République sud-africaine. Ce n'est pas seulement les vaccins. Si nous voulons parler de vaccins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de laboratoires qui disent qu'ils sont prêts à faire ces vaccins, mais le protocole est long. Donc, je ne pense pas que dans les 2 mois ou dans les 3 mois à venir, il y ait un vaccin. Et ce n'est pas des vaccins forcément africains. Et je voudrais vous rassurer, une question peut-être que vous n'avez pas osé poser, il n'y aura pas de tests en Afrique, comme les rumeurs l'ont laissé croire. Je vous remercie. Oui, bonjour. Bonjour. Congo-Brazzaville, bonjour. Le représentant de l'ambassadeur Véronique Okumu. Merci d'être là avec nous et merci de nous écouter. Merci d'être là, de là où vous êtes. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci, Excellence. Tout d'abord, je voulais profiter justement de l'occasion pour vous remercier pour l'initiative. Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec cette pandémie, il est important justement pour nos populations et nos responsables que nous sommes de pouvoir réfléchir et échanger sur ces questions. Donc, on voudrait remercier vivement, vous remercier vivement pour l'initiative et remercier aussi les autres ambassadeurs pour leur présence justement sur ce forum. Je voulais profiter pour poser une petite question.
Il s'agit du fait de savoir, dans un premier temps, qu'au niveau du monde, l'évolution de la maladie, on va dire la stratégie des pays comme la Chine et aujourd'hui en Europe, c'est été de gérer cette crise durant à peu près 2 mois. On voit aujourd'hui que la France entend programmer plus ou moins un déconfinement vers le mois de mai. Donc, le président a échangé là-dessus en annonçant une date. Est-ce qu'au niveau africain, on pourrait nous aussi envisager, avec des précautions quand même, une certaine durée justement de cette pandémie? Est-ce qu'on pourrait envisager, sachant que nous avons à peu près 2 à 3 semaines de retard par rapport au continent européen, est-ce que nous pouvons aussi envisager une sortie de cette crise peut-être vers le mois de juin ou le mois de juillet? Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Merci du soutien que vous avez manifesté à l'endroit de l'organisation continentale et des experts du CDC qui se trouvent en ce moment chez nous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de votre présence. Nous avons enregistré la question à laquelle va répondre le docteur Kwame. Merci beaucoup au Congo-Brazzaville. Merci. Excellence. J'aurais voulu laisser cette question ouverte à tout le monde parce que nous sommes tous concernés. La question est très intéressante. Est-ce que vous pensez que nous devons évoluer dans les mois qui suivent à la fin du confinement, comme cela se voit actuellement en Chine? Donc, je voudrais que ce soit une question ouverte à tout le monde. Ce serait un bon débat. Oui, monsieur le docteur Kwame propose que nous puissions donner nos points de vue en toute liberté sur cette question importante pour le continent africain, sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre au niveau du continent africain par rapport au contexte, par rapport à la situation économique des Africains. Il y a, je crois, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, qui disait tout à l'heure, la plupart de nos économies sont des économies informelles avec des populations qui, d'une manière générale, vivent au jour le jour, surtout dans les milieux ruraux. La situation est peut-être pas la même, de la même manière dans tous les pays africains, mais reconnaissons quand même que comme partout ailleurs, mais d'une manière particulière en Afrique, nos économies, il y a une bonne partie de la population qui vit au jour le jour, qui travaille dans le cadre d'une économie informelle. Faut-il faire comme en France, arrêter un confinement, donner une date? Je crois qu'en Afrique, il faut des solutions adaptées au contexte de notre continent. Et aussi, il y a eu des stratégies où le confinement s'est fait par zone. Il y a des zones, il y a des quartiers où le confinement s'est fait. Et pendant que dans le même pays, les autres quartiers ne sont pas nécessairement dans le confinement. Et nous avons appris aussi, dans certains pays africains, il y a eu des menaces des populations, il y a eu des réactions de nos populations lorsqu'elles se sont rendues compte que les marchés seraient fermés, qu'elles ne pourraient plus, les femmes ne pourraient plus se rendre au marché, pas nécessairement les femmes, mais les hommes qui vivent dans l'informel ne pouvaient plus faire les activités, mener leurs activités comme auparavant dans le cadre du confinement. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a une riposte
africaine au COVID-19 parce que le contexte est différent. Je pense que cette réponse peut être complétée par d'autres collègues qui dans aucun pays africain jusque-là, on a donné une date de la fin du confinement. Je sais qu'en Belgique, c'est le 5 mai. En France, c'est le 11 mai. Et y a-t-il un pays? En Allemagne, c'est le 3 mai. Y a-t-il un pays africain qui a déjà fixé une date? Je ne pense pas, parce que le confinement n'est pas non plus, n'a pas le même contenu qu'en Europe, où le confinement est strict. On ne voit personne dehors, à moins qu'on aille faire rapidement une petite course qu'on revient. Mais ici, sur le continent africain, aussi bien le confinement que la distanciation sociale est parfois difficile à appliquer. C'est pour ça qu'il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer. Je vois maintenant beaucoup d'artistes africains qui composent même des chansons sur le confinement parce que les Africains écoutent beaucoup la musique du continent et c'est plus facile d'utiliser des artistes musiciens pour qu'ils puissent les sensibiliser sur le confinement et sur la distanciation sociale. On s'arrête? On s'arrête là? Oui, M. Kwame veut ajouter quelque chose. M. Kwame, allez-y. Donc, sur le plan scientifique, l'évolution de la maladie se fait en 4 phases. Disons, la première phase, c'est la phase sournoise où on n'a presque pas de signes. Et la deuxième phase, c'est une phase ascendante. La troisième phase sera une phase de plateau, comme si la maladie s'était stabilisée. Et la quatrième phase, c'est la phase de chute, à la suite de laquelle la maladie va disparaître. Les pays dont on parle ici, les pays européens, pensent avoir atteint la phase de plateau. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'en mai, ils seront dans la phase de chute qui va donc aboutir sur la fin de la maladie. D'accord? Donc, ils peuvent se permettre, vu l'évolution de la maladie, tout simplement vous dire qu'ils sont en phase, ils ont abordé la phase de chute. Donc, ils peuvent se permettre de déclarer que on peut amoindrir certaines mesures dès le début du mois de mai. Vous voyez que les États-Unis n'ont pas encore parlé de déconfinement. Donc, est-ce qu'en Afrique, nous avons atteint ce stade de plateau qui nous permettrait de parler de fin de confinement ou de fin des mesures mises en place? Je ne pense pas que pour le moment, nous soyons à ce stade. Donc, nous devons encore patienter et peut-être même quelquefois, dans certains pays, prendre des mesures encore plus restrictives qui vont nous permettre de nous en sortir. Merci. Je voudrais dire un mot à propos. Oui, Excellence, allez-y. Donc, je disais que la question de l'arrêt, de la prorogation du confinement et du non-confinement est vraiment une décision souveraine de souveraineté et qui dépend essentiellement de la réalité de l'évolution de la maladie et des conditions socio-économiques et politiques du pays. Donc, je ne crois pas que l'Afrique doit forcément calquer son programme de déconfinement au programme des pays africains. Cela dépend uniquement de la réalité, vraiment, de l'évolution de la maladie. C'est une question souveraine, à mon avis. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre réaction sur cette question de confinement qui fait couler beaucoup d'encre? L'ambassadeur de Centrafrique
souhaiterait revenir en dire un mot. Vous avez la parole, Excellence. Merci, Madame l'ambassadeur. Merci, Monsieur Kwame. Je voudrais bien partager mon expérience avec vous pendant cette plateforme. Donc, j'ai vécu le SARS en Chine, à Pékin, en hiver 2003. J'étais affectée en poste là-bas. 2 semaines après mon arrivée en février, on a vécu le SARS, communément appelé la grippe aviaire. Et on a vécu aussi le confinement pendant 4 mois. La question que j'aimerais poser, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu. Comme les Chinois disaient là-bas, c'est la chaleur qui pourra faire disparaître ce virus. Bon, je me demande si c'est à partir de l'expérience que la Chine a vécue pendant la grippe aviaire que les autres pays européens tiennent à mettre fin au confinement au mois de mai. Parce qu'au mois de mai, c'est le printemps. Le printemps, le soleil revient, la chaleur revient. Est-ce que la fin du confinement est liée à la chaleur ou bien? J'aimerais bien qu'on me donne une précision là-dessus. Monsieur Kwame, vous avez une réaction ou c'est une question de souveraineté ou c'est une question par rapport à l'évolution de la pandémie ou quelle est la réponse d'un épidémiologiste que vous êtes? D'accord. Il y a Dr Benjamin qui prend la parole. Dr Benjamin. OK, Dr Benjamin. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à cette question de déconfinement pour que nous ayons tous le même niveau d'information. Premièrement, il s'agit d'un virus qui est nouveau. Donc, personne, je dis bien personne, ne peut prédire la trajectoire de l'évolution de ce virus. Ça, c'est la première question. La Chine est en train de déconfiner parce que ils ont eu un certain nombre de résultats en utilisant des méthodes très fortes. Population disciplinée. Donc, ça fait que très rapidement, ils ont pu contenir le virus. Mais là encore, ce que la Chine est en train de faire en ce moment, aucun étranger ne peut repartir dans le pays. C'est pour éviter la réintroduction du virus dans le pays. Et les Chinois qui repartent de l'étranger sont systématiquement mis en quarantaine pour 14 jours avant d'être libérés. Et à la fin de leur quarantaine, ils sont dépistés pour être sûrs qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Ça, c'est la situation en Chine. La situation en Europe, même si le président, par exemple, français, a annoncé le déconfinement pour le 11 mai plutôt, l'ordre des médecins ce matin s'est soulevé pour dire que non, il n'y a aucun argument clinique, aucun argument épidémiologique, aucun argument scientifique en faveur du déconfinement en France. Sur quelle base le président va annoncer le déconfinement? Même les épidémiologistes, aujourd'hui, n'arrivent pas à prédire avec précision la trajectoire de cette épidémie-là en France et dans certains pays européens en particulier. Donc, personne ne peut aujourd'hui prédire que nous allons avancer. C'est des arguments politiques et ce sont des hommes politiques pour pouvoir mettre la population à l'aise, pour dire que non, bientôt, on va aller, parce qu'il y a beaucoup de contestations par rapport aux méthodes utilisées, etc. et autres, tout ça. Donc, il est très tôt. La question en Afrique, et pour répondre définitivement, la chaleur ne permettra pas de mettre fin au virus. Tel que nous avons, par exemple, même dans les pays où il fait plus chaud en Afrique, nous avons des 45 degrés à l'ombre. 45 degrés, ce n'est même pas suffisant pour agir sur la transmission du virus. Parce qu'il faut 56 degrés. Il faut 56 degrés. Et 56 degrés, moi, je ne vois pas où il fait 56 degrés à l'ombre pour pouvoir agir efficacement sur la transmission du virus tel que nous connaissons actuellement. Donc, la chaleur n'agira pas. La chaleur n'est pas un argument
suffisant pour pouvoir dire que nous avançons vers la période de chaleur, nous allons déconfiner. Effectivement, ce sont des arguments épidémiologiques qui vont nous permettre de dire que nous avons, et surtout l'observation des gestes barrières. Et en fonction de l'épidémiologie locale, nous pouvons progressivement déconfiner ici et là. Par exemple, il y a des zones où nous n'observons plus la transmission locale. C'est-à-dire que quand il va y avoir des cas sporadiques. Actuellement, ce qui se passe, c'est que nous sommes passés de la transmission locale à la transmission communautaire. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à maîtriser la chaîne de transmission dans beaucoup de pays. Et tant que la situation va rester telle qu'elle, il sera très difficile de déconfiner. Ce que l'épidémiologiste fait, c'est quoi? C'est d'identifier un cas et de remonter à la source de la contamination, au niveau du cas zéro. Tant qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'au niveau du cas zéro et qu'on a des gens qui sont spontanément infectés dans la communauté, il sera extrêmement difficile de déconfiner. Donc, voilà un peu la contribution que je voudrais apporter. Parce que ce virus-là, il est en train de battre tous les modèles que nous connaissons, jusqu'à preuve du contraire. Merci. Merci beaucoup. Je redonne la parole au représentant de l'ambassadeur de Congo, Madame l'ambassadeur de Congo-Brazzaville. Allez-y. Oui, merci pour ce temps de parole. Je voulais justement apporter deux petites précisions. Donc, la première, c'était pour revenir sur le cas du Congo-Brazzaville. En termes justement de cas détectés, nous avons détecté 117 cas pour environ 5 décès et 11 personnes guéries. Bon, ça, ce sont les chiffres annoncés officiellement, mais nous savons tous aussi que nous avons des difficultés aujourd'hui qui sont liées aux tests, parce que les cas détectés sont des cas qui se sont eux-mêmes déclarés et qui ont pu être testés. Mais aujourd'hui, il y a sûrement dû avoir beaucoup de personnes qui sont peut-être contaminées aussi, dont nous n'avons pas encore les informations. Donc, ce qui m'amène à ma deuxième question. Au niveau, justement, dans le cadre de la riposte contre ce corona, est-ce que nous avons suffisamment de tests produits justement au sein de notre continent pour pouvoir les effectuer sur une grande partie de la population ou de nos populations? Merci. Merci. Merci bien, Congo-Brazzaville. Merci pour cette question importante. Peut-être le docteur Joudalbaye pourra compléter après la réponse du docteur Kwame. Je ne sais pas au niveau de la CDC. Le docteur Kwame commence, il sera peut-être complété par le docteur qui est Benjamin, qui est à Addis Abeba. La question, c'est de savoir est-ce qu'on teste. On ne teste pas toute la population. Quand quelqu'un présente ses symptômes, il sera testé. Okay? Donc, plus nous avons de cas suspects, quelqu'un qui présente les symptômes, il y a aussi des cas où la personne est asymptomatique et que le germe, mais ne présente pas le symptôme, il n'aura pas la maladie. Cela aussi, on pourrait les tester. Et cela, on va les choisir dans les contacts. Les contacts sont évidemment en contact avec les cas. Voilà. Donc, c'est cela seulement. Est-ce que nos laboratoires ont fait des tests pour faire tous les tests? Ça dépend. Dans la situation actuelle, on ne teste que ceux qui ont nous pouvons dire que pour le moment, nous avons suffisamment reçu de la part. Chaque pays a reçu de la part des partenaires 20 000 tests
par jour. Nous avons un certain nombre de nous pouvons suivre. Je l'ai dit, à partir de cette semaine, il y a encore les équipes qui seront disponibles. Voilà. Mais si le nombre augmente de façon exponentielle, peut-être que ça peut nous échapper. Mais pour le moment, je pense que nous avons. Docteur Benjamin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, très bien. Par rapport aux questions de dépistage, actuellement, nous n'avons pas. La première question, c'était est-ce que nous avons les tests sont fabriqués en Afrique pour pouvoir dépister suffisamment? Non, il n'y a pas de dépistage de tests qui sont fabriqués en Afrique pour le moment. Mais encore, ce n'est pas une technologie très compliquée. Hein. Il s'agit vraiment, c'est une des technologies les plus faciles à faire. Et il y a un groupe en Ouganda qui est en train de tester son test. Et donc, ce n'est pas une technologie très compliquée. Nous utilisons beaucoup plus les tests produits en Allemagne par Tibiol. Donc, c'est ce texte-là qui est utilisé tout simplement parce que les conditions de stockage et autres, tout ça sont favorables à nos conditions. Parce que ce n'est pas un test qui nécessite d'être mis, par exemple, à être conservé à moins 20 degrés, par exemple. Donc, maintenant, pour revenir à la question de dépisser, effectivement, pour pouvoir mettre terme à cette épidémie très rapidement, il faudrait tester et tester le maximum de personnes. Ça, c'est cette stratégie. Aujourd'hui, le président de la Commission de l'Union africaine va lancer une initiative qu'on appelle l'initiative PAC, c'est-à-dire que tester, mais de manière agressive, tous ceux qui ont besoin d'être testés. Les gens qui présentent des symptômes, les contacts des gens qui présentent les symptômes et les contacts des contacts. C'est-à-dire que de manière à donner de la chance à dépister le maximum de personnes pour pouvoir les isoler très rapidement, les prendre en charge et limiter la propagation. Donc, voilà la stratégie qui va être déployée dans les jours à venir. Et on se donne 10 semaines, par exemple, pour dépister 1 million de personnes. Les tests ne vont pas manquer parce que actuellement, il y a beaucoup d'initiatives. Au début, c'était la PCR classique, c'est une technique de biologie moléculaire qui permet de faire le dépistage et c'est le diagnostic de référence actuellement. Mais il y a également d'autres tests qui utilisent le GenExpert, c'est une machine qui permet également de faire le diagnostic et cette machine est très, 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 très répandue sur le continent et le fabricant également aujourd'hui à fabriquer des cartouches pour pouvoir aider au dépistage. Donc, nous comptons utiliser justement ces textes-là pour que même dans les zones les plus reculées sur le continent africain, on puisse faire le dépistage. Et dépister le maximum de personnes sera un des moyens qui va nous aider à très rapidement mettre terme à cette pandémie sur le continent. Je vous remercie. Merci. Je pense qu'il est 13 heures passées. Nous sommes là depuis 10h30, 11h. Je voudrais donner le mot de la fin avec l'autorisation du doyen intérimaire du groupe pour remercier les ambassadeurs, Madame et Messieurs les ambassadeurs, pour cette première vidéoconférence du groupe des ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Cette vidéoconférence est la vôtre. N'eût été votre participation distinguée et efficace, l'Union africaine ne pouvait pas l'organiser. Merci de votre soutien. Merci
de l'intérêt dans les différents pays africains où vous-même, mesdames et messieurs les ambassadeurs, lors des discussions dans la plateforme que vous animez, qui m'a mené à ce qu'on se retrouve autour des experts du CDC qui se trouvent en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est l'occasion de dire merci au docteur Djoudal Baye qui intervient en direct d'Addis Abeba. Merci aux hauts responsables du CDC d'avoir appuyé les experts du CDC qui se trouvent, j'allais dire, confinés en Côte d'Ivoire. Non, j'ai dit qu'ils sont présents en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous assurer qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont très, très dynamiques. Et ce qui se fait à Addis Abeba, il y a moyen de le faire dans les autres pays africains. Soutenez nos initiatives. Et encore une fois, je voudrais dire merci à mes frères, ma sœur, ainsi que mes frères qui ont animé cette belle vidéo conférence. Je voudrais vous applaudir parce que sans vous, il n'y aurait pas de vidéoconférence, surtout la première. Vous avez compris l'émotion du docteur Kwame d'animer une vidéoconférence devant leurs excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire. Bravo, merci, bon vent, bonne chance à nos pays où il n'y a pas beaucoup de cas. Les efforts qui sont déployés par nos gouvernements donnent de bons résultats. En plus, les Africains prient beaucoup pour que le bon Dieu puisse bénir notre continent afin que cette pandémie et en Afrique et dans le monde soit boutée dehors et que la vie reprenne ce qu'elle était auparavant. Nous voulons rassurer les populations africaines occupées par nos situations et nous pouvons compter sur eux et il faut soutenir nos gouvernements, nos experts. Nous voulons féliciter le personnel de santé partout en Afrique, parfois dans des conditions très difficiles, sans protection, qui travaillent pour que les Africains puissent trouver une solution contre cette pandémie. Nous avons déjà connu Ebola en Afrique, nous avons connu d'autres pandémies. Nous n'en voulons plus. Nous devons continuer à nous battre pour que le coronavirus puisse quitter et notre continent et le monde afin que vive la solidarité. L'Afrique doit parler d'une seule voix et merci de nous avoir permis de parler d'une seule voix. Je vous remercie et bravo encore aux excellences, Madame et Monsieur l'ambassadeur. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit, il ne nous reste plus qu'à prendre le repas de midi. Merci encore une fois et à la prochaine. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci. Merci, madame. C'est bon, c'est coupé. Merci. Chacun doit se déconnecter. C'est moi qui le master. Oui. C'est vous qui arrêtez. Je pense la politesse, je préfère qu'ils savent la politesse. Oui, que chacun puisse se déconnecter.
les bonnes choses ne devraient pas durer, mais en voilà une qui a duré. 2h15 minutes. Mm-hmm.